Et la chance aussi parce qu'ils sont en plein préparatif de la Semaine internationale de la forêt qui débute lundi. Et ils ont pris le temps de nous faire cette conférence. Merci à tous les trois. Donc Frédérique Lecomte, directrice du Fonds Agir pour la forêt, Régine Touffet, secrétaire générale à la direction forêt et risques naturels, et Alban Rangier, responsable de mécénat et de parrainage territorial. Donc la conférence comprend 4 parties et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez poser des questions au fil de l'eau et Jean-Marie Guéraud posera des questions à la fin de chaque partie. Voilà, eh bien écoutez, bravo et merci à Frédéric, Régine et Alban. Et c'est à vous. Merci beaucoup, merci Thérèse, merci à tous d'être présents ce soir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet des enjeux de la biodiversité forestière, je souhaitais vous inviter à une petite promenade en forêt française. Alors, cette promenade, ceux qui ont assisté la semaine dernière à la présentation sur le climat en ont déjà parcouru le chemin, mais ça me paraissait important pour tout le monde voilà, de rappeler un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir une vision globale de la situation de la forêt française aujourd'hui. Cette forêt qui est la 4e d'Europe en surface et qui est extrêmement importante, qui occupe 31% de notre territoire métropolitain et bien sûr encore plus dans les forêts des DOM. La forêt nous accompagne depuis toujours, elle accompagne nos sociétés et ses usages ont évolué au fil des siècles. Elle a été forêt nourricière à l'origine, puis la forêt des droits d'usage au Moyen-Âge. Elle a été longtemps défrichée, surexploitée. Elle a ensuite produit les bois de marine à l'époque de Louis XIV, et puis elle a été productrice des bois d'industrie au moment de la révolution industrielle, et aujourd'hui elle continue à rendre des services à la société. Elle produit le bois qui nous chauffe, qui nous permet de construire des maisons, de construire des meubles. Elle participe à la qualité de nos paysages, elle nous accueille et nous ressource. Donc un ensemble de services écosystémiques qui sont rendus à la société. Contrairement aux idées reçues et à ce qui peut se passer à l'échelle mondiale, la forêt française est en expansion en surface et en stock de bois également. Sa surface a été multipliée par 2 en 2 siècles. À quoi est liée cette évolution? C'est effectivement l'augmentation des rendements agricoles qui a conduit à une certaine déprise agricole, des terres qui sont revenues à la forêt. L'apparition des énergies fossiles, la substitution du bois aussi par d'autres matériaux, et puis des politiques de reboisement de l'État ou des évolutions des dispositifs de protection des milieux, de protection de la biodiversité qui ont permis de la préserver. Pardon ? Donc, ce que je vous dis, bien sûr, les réalités sont différentes selon les territoires. Hein. On a plus d'expansion en milieu rural qu'en milieu périurbain, mais c'était quand même important de remettre en perspective cette évolution de la surface. La forêt française, 25 millions d'hectares, 8 millions d'hectares en Outre-mer, une surface extrêmement importante en Guyane, et puis notre forêt est principalement feuillue, 72% de feuillus avec 7 essences principales qui diffèrent bien sûr selon les territoires dans lesquels on se trouve, et vous reconnaîtrez ici les essences que vous trouvez dans les forêts proches de chez vous, le chêne, le hêtre, le châtaignier, le pin maritime, le pin sylvestre et l'épicéa et le sapin. Diapo suivante, s'il te plaît, Alban, merci. Là, c'était le panorama de la forêt française, et la forêt française est à la fois publique et privée. La forêt publique gérée par l'ONF représente 25% de la forêt française. Alors, c'est à la fois peu, en même temps, ça fait un unique gestionnaire sur 25% de cette surface, donc c'est considérable. Et l'ONF, acteur de la transition écologique et climatique depuis plus de 50 ans,
adopte dans ces forêts, applique une gestion durable. Cette gestion, elle s'entend dans le temps long forestier, c'est-à-dire qu'on est à une échelle tout à fait particulière, puisqu'on est à l'échelle de 80 à 160 ans, 200 ans, suivant les essences. Et on travaille toujours sur ce que nous ont légué nos prédécesseurs et on travaille bien sûr pour le bénéfice des générations futures, donc toujours dans ce temps forestier. Les forêts publiques sont de deux sortes, les forêts des collectivités et les forêts de l'État ou forêts domaniales. La gestion qui est appliquée sur ces forêts publiques, donc 11 millions d'hectares, repose sur quatre piliers, quatre grands objectifs: la valorisation de la ressource en bois, la protection de l'environnement et de la biodiversité, la prévention et la gestion des risques naturels, notamment le long du littoral avec la préservation du trait de côte, sur les risques en montagne, les risques torrentiels, les risques d'inondation, et puis lutte contre les avalanches, et puis aussi par rapport à la défense des forêts contre les incendies. Et cette forêt, bien sûr, on a également un objectif d'accueil de tous les publics en forêt, et c'est très important également. Donc, la gestion est multifonctionnelle. On peut rapprocher cette notion de gestion multifonctionnelle à ce que l'UICN appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable ou à restaurer des écosystèmes pour permettre à la société de fonctionner d'une manière efficace en conciliant à la fois le bien-être humain et la production de bénéfices pour la biodiversité. Donc, la forêt française a un rôle vital, vous l'avez compris. Au niveau planétaire, bien sûr, c'est le deuxième puits de carbone de la planète. En France, elle permet de séquestrer 19% des émissions annuelles françaises de gaz à effet de serre. Et puis, ça va être notre sujet phare aujourd'hui. C'est un réservoir fantastique de biodiversité. 73 espèces de mammifères, 120 espèces d'oiseaux, 137 essences d'arbres pour la forêt métropolitaine, et bien plus dans les forêts des départements d'outre-mer qui constituent un enjeu majeur pour la biodiversité. Et ces forêts sont des noyaux de la biodiversité, de la trame verte et bleue en France. Également, forêt bien sûr source de bien-être avec l'accueil de 700 millions de visites chaque année, la forêt protectrice, on en a parlé tout à l'heure, du littoral et de la montagne, et puis un formidable levier de développement d'une économie verte, 425 000 emplois, hein, filières comprises, ce qui est plus que l'industrie automobile en France. Donc ce patrimoine commun, il est aujourd'hui menacé, on en a parlé la semaine dernière, menacé par le changement climatique, qui touche de plein fouet nos peuplements avec des crises sanitaires associées. Donc, une forêt qui est en péril et bien sûr touchée aussi par l'érosion de la biodiversité. Il y a un double effet finalement puisque cet impact du changement climatique en fragilisant ou en détruisant les habitats forestiers peut remettre en cause aussi la biodiversité. Et donc, pour parler de cette biodiversité forestière, je vais laisser la parole à ma collègue Régine Touffet. Merci Frédéric. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, ok. Bonsoir à tous. Alors, nous aurons 4 temps dans cette deuxième partie de cette conférence. Dans un premier temps, j'apporterai quelques éléments de contexte à la prise en compte de la biodiversité par l'ONF. Dans un deuxième et troisième temps, nous verrons ce qu'est la diversité forestière et les enjeux auxquels elle répond. Et je terminerai mon propos en illustrant concrètement dans nos pratiques quotidiennes comment nous prenons en compte la biodiversité dans la gestion des forêts publiques. La biodiversité fait partie intégrante de la gestion multifonctionnelle des forêts qui relève du régime forestier. Alors, l'arbre que nous allons voir, voilà, merci Alban, qui est un arbre bien en équilibre, bien ancré, bien enraciné, illustre parfaitement ce qu'est la gestion multifonctionnelle de nos forêts.
C'est une gestion qui permet à la forêt de produire du bois, donc qui est illustré en bas à droite par le débardeur, par le bûcheron qui coupe des arbres. C'est une gestion qui permet à la forêt de répondre à un certain nombre d'enjeux environnementaux et liés à la biodiversité, illustré ici par le CO2 qui est capté par la forêt et puis par le panier avec tout un cortège de différentes espèces. La gestion multifonctionnelle permet aussi à la forêt de jouer un rôle en matière de préservation des risques naturels dont a parlé Frédéric tout à l'heure, la lutte contre les crues, l'érosion, les chutes de blocs, les avalanches, etc. Et puis, dernière fonction de la forêt gérée de façon multifonctionnelle, c'est qu'elle permet d'accueillir les publics en toute sécurité. Alors, de tout temps, les forestiers ont préservé, ont maintenu un état boisé, ont produit du bois, et donc sont des acteurs de la protection de la nature. Cependant, le fait de renouveler des forêts ne suffit pas forcément à conserver toute la biodiversité forestière, notamment par rapport à des espèces qui sont liées au stade âgé des arbres, au vieux bois, ou bien à des espèces qui sont sensibles au dérangement. C'est pourquoi, en fait, le législateur a considéré que l'ONF, en tant que gestionnaire des forêts du domaine privé de l'État et puis des forêts des collectivités, donc qui ont un rôle d'intérêt général, doit aller plus loin dans la gestion de la forêt et vraiment prendre en compte la biodiversité. Et le Code forestier, dans son article L123-3, précise bien en effet que les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général par une promotion d'activités telles que la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité. Dans ce contexte réglementaire, l'ONF s'est doté en 2006 d'une politique environnementale qui est vraiment un document cadre structurant qui encadre toutes nos actions de gestion au quotidien et qui a 5 axes. L'axe eau, sol, éco-responsabilité, paysage, le volet paysage qui emporte un aspect préservation, enfin lutte contre les dépôts sauvages en forêt dont vous parlera Alban en troisième partie de la conférence, et le 5e axe qui est l'axe biodiversité qui nous concerne aujourd'hui. Donc ce cadre a été décliné en plusieurs outils à l'ONF, mais je vais en citer 2 qui me paraissent vraiment les plus importants. Ce sont d'abord nos cahiers nationaux de prescription qui concernent les coupes et les travaux sylvicoles et les travaux d'infrastructure. Ce sont 2 cahiers en fait qui rassemblent des prescriptions qui s'appliquent à tous nos intervenants en forêt publique et qui visent à prendre en compte les différents enjeux, dont la biodiversité. Vous pouvez avoir accès à ces cahiers nationaux des prescriptions sur le site de l'ONF. J'illustrerai quelques exemples de ces cahiers ultérieurement dans mon exposé. Et puis, le second outil qui est vraiment aussi très structurant pour nous, c'est une instruction sur la prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante de nos forêts, qui a été révisé en 2018, donc qui a vraiment pris en compte de nouvelles connaissances et qui parle de la mise en place de trames de vieux bois, de la diversité des espèces, de l'équilibre entre la forêt et le gibier, de la protection des sols, de la protection des espaces et espèces remarquables. Et puis, je voulais aussi quand même mentionner dans le contexte de préservation de la biodiversité le rôle de l'État qui nous finance annuellement une mission d'intérêt général qui nous permet de faire des études, des inventaires dans les réserves biologiques domaniales et en forêt des collectivités et qui nous permettent de mettre des actions aussi en œuvre dans le cadre de plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées comme la tortue marine aux Antilles, l'iguane des petites Antilles ou bien des amphibiens comme le sonneur à ventre jaune, le pélobate brun ou bien le crapaud vert. On peut passer à la diapo suivante, Alban, s'il te plaît. Alors, donc venons-en maintenant à ce qu'est la diversité forestière. La diversité forestière, c'est d'abord une diversité des essences. Donc Frédéric nous l'a rappelé en début de propos, on a en France métropolitaine environ 140 essences qui représentent environ les 3/4 des essences européennes. Donc c'est assez significatif. Et cela s'explique par le fait que la France métropolitaine, on est concerné par différents contextes biogéographiques, le contexte continental, atlantique et méditerranéen.
On a aussi une variabilité de sol importante et puis on a des variabilités bien évidemment altitudinales qui expliquent la diversité des essences. En forêt domaniale, 60% de nos peuplements sont constitués de 4 essences et plus, et seulement 6% abritent une seule essence forestière. La biodiversité forestière, c'est aussi une diversité de milieux naturels et d'habitats. Alors, en tant que gestionnaire des forêts, enfin du domaine, je veux dire privé forestier de l'État et des forêts des collectivités, nous gérons certes des espaces boisés, forestiers, fermés, mais aussi tout un panel de milieux associés à ces milieux forestiers qui sont très riches de biodiversité. On peut citer par exemple les mares, les étangs, on gère aussi des landes, des milieux ouverts comme les garrigues. On peut aussi avoir à gérer des falaises domaniales qui peuvent abriter des rapaces nicheurs comme l'aigle de Bonelli ou bien le vautour Percnoptère dans les régions sud de la France. Et nous gérons aussi des dunes, et notamment 380 km de dunes domaniales sur la façade atlantique que l'on gère à la fois pour protéger la biodiversité, mais comme le disait aussi Frédéric tout à l'heure, pour lutter contre l'érosion marine, l'érosion éolienne et faire en sorte qu'on n'ait pas de recul du trait de côte. Et donc les collègues en charge de la gestion des dunes réalisent des opérations de génie écologique, la pose de ganivelles ou de branchage sur la dune ou de plantation d'Oya pour maintenir le sable. Donc voilà un petit panorama des différents milieux naturels associés, mais je voulais aussi parler d'habitats très spécifiques, enfin de micro-habitats que l'on a en forêt et qui abritent des cortèges d'espèces très intéressantes à travers 3 exemples. Donc ce sont les micro-habitats que l'on trouve dans les arbres. Donc là j'avais illustré ces habitats-là par la présence de la chouette de Tegmal que l'on voit dans une cavité de hêtre qu'elle a récupérée après passage d'un pic. Et c'est aussi, j'ai en tête 2 autres types d'habitats spécifiques. C'est par exemple des carrières souterraines que l'on peut avoir, ou des grottes que l'on peut avoir en forêt, et qui abritent par exemple des chauves-souris. Donc là, j'ai mis aussi une photo que j'ai prise lorsque j'étais gestionnaire de la forêt domaniale de Retz, où on avait des anciennes carrières d'extraction de pierres calcaires désaffectées et qui abritaient un certain nombre d'espèces de chauves-souris. Donc là, c'est un petit rhinolophe qui hibernait dans cette carrière. Et puis, 3e exemple d'habitat assez spécifique que l'on trouve en forêt, sont liés à la présence de maisons forestières et qui peuvent héberger aussi dans leur grenier des colonies de reproduction toujours de chauves-souris. Et donc qui sont des habitats importants. Là, vous pouvez aller voir, si vous êtes curieux, sur le site onf.fr ou bien sur internet, le site de la maison forestière du Boiry en forêt domaniale de Retz, qui abrite une colonie de reproduction de petits rhinolophes. Et vous pourrez voir des photos de naissance et d'élevage des jeunes très intéressantes. De ces 2 types de diversité, donc diversité des essences et diversité des milieux et habitats, découle bien évidemment une diversité en matière d'espèces, de faune et de flore. Je voudrais, en matière de diversité des espèces, plutôt parler là que la biodiversité, en fait, elle mérite aussi de lutter contre une certaine forme de déséquilibre qu'il peut y avoir entre les espèces. En illustrant par 2 exemples, c'est le déséquilibre entre la forêt et les ongulés auxquels nous sommes confrontés actuellement, et des déséquilibres qui peuvent être engendrés par la présence d'espèces exotiques envahissantes. Le déséquilibre forêt-ongulée, dans l'ensemble des forêts françaises actuellement, nous sommes confrontés à une surpopulation de cervidés, donc qui nous pose un problème de renouvellement de nos peuplements, mais qui appauvrissent aussi la diversité végétale de nos forêts. Si je prends l'exemple de peuplement de hêtraies sapinières, lors du renouvellement de ces peuplements, nous avons des semis naturels de hêtres et de chênes, et de sapins, pardon, puisque nous sommes en hêtraies sapinières, et les cerfs sont très friands de sapins. Donc, mange le sapin et il ne nous reste que du hêtre. Donc, c'est un exemple d'appauvrissement végétal lié au déséquilibre forêt-ongulé. Et le hêtre ne nous arrangeons pas forcément dans ces contextes-là, puisque pas forcément adapté aux conditions climatiques futures.
Et le second exemple, c'est la présence d'espèces exotiques envahissantes. Dans certaines forêts, on est confronté à la présence de Prunus serotina, notamment en forêt de Compiègne, par exemple. La semaine dernière, j'ai vu du laurier du Caucase en forêt domaniale de Fosse-Repose. Et donc, ce sont des espèces en fait, qui envahissent le sous-bois et qui appauvrissent la diversité végétale et qui posent des problèmes en matière de renouvellement. La biodiversité forestière, c'est aussi la diversité génétique. Nos forêts publiques sont pour la plupart des forêts anciennes et qui sont des milieux qui sont très peu artificialisés, contrairement à d'autres milieux, et qui du coup ont une base génétique qui est demeurée très large, et donc des capacités d'adaptation qui sont fortes, même si elles ne sont pas suffisantes vis-à-vis de la rapidité du changement climatique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une diversité génétique parmi les essences forestières, d'autant qu'en forêt publique, nous renouvelons les forêts à environ 75-80% par voie naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a des semenciers suffisants dans une parcelle, les semis naturels issus de ces semenciers sont très abondants. On peut avoir des densités jusqu'à 10 000 semis à l'hectare et dans lesquels va s'opérer la sélection naturelle et donc contribuer à une diversité génétique. On verra plus loin avec les îlots d'avenir le fait que l'on souhaite un peu renforcer cette diversité génétique dans un but d'adaptation des forêts au changement climatique. Et puis, dernier point que je voulais évoquer en matière de diversité, c'est la diversité des modes de sylviculture. On pratique une gestion différenciée avec des espaces, avec une gestion différenciée des espaces, avec des zones qui sont affectées à la production de bois et qui ont des traitements sylvicoles diversifiés, la futaie régulière, la futaie irrégulière, du taillis sous futaie, et au contact en fait d'espaces laissés en évolution naturelle que sont les réserves biologiques et les îlots de sénescence. Voilà pour le panorama de la biodiversité forestière. Venons-en maintenant aux enjeux auxquels répond cette biodiversité. Alors, je les ai résumés sous forme de 3 items. Le premier, c'est que la biodiversité, la diversité au sein des forêts fait que nous avons des forêts accueillantes pour le public, source de bien-être et aussi source de lien social. J'ai retrouvé cette photo que j'avais prise lorsque j'étais sur le terrain en forêt domaniale de Retz, où nous avions organisé avec l'Office de tourisme de Villers-Cotterêts un samedi après-midi, dessine-moi la forêt. Et je me rappelle, lorsque je suis allée près de cette dame qui était membre des Amis de la forêt de Retz, la photographier, elle me dit « Régine, c'est merveilleux, les oiseaux chantent, la végétation est luxuriante, il y a différents vers, il y a des fleurs ça et là, merci pour cette organisation de cette manifestation qui m'apporte vraiment du bien-être ». Donc voilà, je trouvais que c'était un exemple pour illustrer le fait que la diversité et des forêts en bonne santé sont accueillantes et intéressantes pour les publics locaux. Et je souhaitais aussi illustrer mon propos par un second exemple, toujours en forêt de Retz, où chaque année nous mettions en place un crapauduc temporaire parce que les amphibiens, au moment de la reproduction, quittaient leur site hivernal pour aller se reproduire dans un étang, avec entre les sites de repos et l'étang, une route départementale, et donc c'était un véritable massacre. Les amphibiens se faisaient écrabouiller toutes les nuits, et donc c'était vraiment embêtant. Donc le système de crapauduc temporaire faisait que les amphibiens tombaient dans les seaux et que chaque matin, les enfants des écoles, les habitants des villages, les élus, les acteurs de la filière forêt locale, nous l'ONF, allions récolter ces espèces, en faire un inventaire et les faire traverser en toute sécurité. Et cet exemple-là me permet d'illustrer le fait que la biodiversité forestière permet aussi de créer du lien social. Les gens étaient vraiment ravis de se retrouver à cette période-là, le matin, et des échanges se créaient et c'était vraiment très intéressant. Donc voilà pour le premier enjeu auquel répond la biodiversité. La biodiversité forestière est aussi bien évidemment le principal levier de l'adaptation au changement climatique.
Essences diversifiées dans un contexte d'incertitude, en fait. Il faut bien le dire que le climat va changer, il change déjà, on aura des températures plus chaudes, des étés secs, et cetera, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes et donc on se dit, que, moins on met nos œufs dans les mêmes paniers, mieux on s'en sortira et donc le fait d'avoir différentes essences fera qu'en cas de non-résistance d'une espèce à la sécheresse ou au stress hydrique ou en cas d'une essence attaquée par un parasite, eh bien les autres pourront prendre le relais. Je voudrais parler ici des îlots d'avenir qui est un concept qui n'est pas propre à l'ONF. C'est une réflexion en fait qui a émergé avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt française, donc les chercheurs, également la forêt privée, et qui vise en fait à apporter de la diversité génétique dans nos peuplements, dans l'objectif d'avoir des peuplements à l'avenir adaptés au climat plus chaud, plus sec. Donc un îlot d'avenir, c'est un petit peuplement entre 0,5 et 5 hectares que l'on va installer, par exemple dans nos forêts du Nord ou dans la chênaie ligérienne, parce que nos essences actuelles seront vraiment en difficulté dans le cadre de l'évolution du climat. Donc des îlots dans lesquels soit on plante des essences exotiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des essences françaises, mais qui sont des essences exotiques résistantes à des climats plus chauds, plus secs. Soit ce sont des essences françaises que l'on connaît, mais des essences méridionales que l'on va installer plus au nord. Soit c'est une origine en fait d'une essence locale que nous avons dans le nord, mais qui présente des gènes en fait plus méridionaux et donc qui pourront s'hybrider ensuite avec les essences, avec les variétés locales et qui pourront donner des descendants qui seront plus adaptés au changement climatique. Je vais prendre l'exemple de la chênaie ligérienne, qui est donc la chênaie du Val-de-Loire, qui est en difficulté. Dans nos îlots d'avenir, dans ces contextes-là, on pourra installer du chêne de Turquie, donc une espèce qui n'est pas du tout française. On pourra installer du chêne pubescent, qui elle est une espèce française mais méridionale, et on pourra installer des plants issus de peuplements de la forêt de Grésigne, par exemple, qui se trouve du côté de Montauban, donc plus au sud, de manière à ce que par voie d'hybridation, les descendants emportent des gènes un peu plus méridionaux. Et puis, dans ce deuxième item-là, je voulais dire aussi que biodiversité égale bon fonctionnement des systèmes écologiques, égale des chaînes alimentaires qui fonctionnent bien, et donc des systèmes de proies prédateurs qui contribuent en fait à la régulation de parasites et qui permettront de maintenir les peuplements en bonne santé. Et puis troisième enjeu auquel répond la biodiversité, eh bien donc d'une forêt diversifiée, adaptée au changement climatique. On aura des forêts qui seront donc résistantes et qui sont capables d'atténuer le changement climatique par l'absorption du CO2. Donc des forêts qui stockeront dans les arbres et dans le sol du carbone, qui produisent un matériau bois renouvelable lequel en fait continuera dans nos maisons, dans nos charpentes, dans nos meubles à stocker le carbone et qui, en substitution de matériaux qui sont très énergivores, très consommateurs d'énergie fossile, comme l'aluminium, le béton et l'acier, ou en substitution aussi d'énergie fossile, contribueront en fait à limiter l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Actuellement, la séquestration en forêt du carbone et le stockage du carbone et la substitution à des matériaux ou à de l'énergie fossile, c'est à peu près 27% des émissions de CO2 françaises. On peut passer à la diapo suivante, Alban, s'il te plaît. Merci. Voilà, et donc en dernière partie, je voulais expliquer comment concrètement nous agissons à l'ONF pour prendre en compte la biodiversité forestière. Alors, un des principes fondamentaux, c'est de compenser le raccourcissement du cycle sylvigénétique. Alors,
Qu'est-ce que ce cycle? C'est tout simple, c'est la dynamique naturelle en fait d'un peuplement forestier lorsque nous n'intervenons pas. Donc une forêt qui n'est pas gérée pour la production du bois a une dynamique naturelle avec des phases de régénération, une phase optimale, une phase de vieillissement, de sénescence, une phase de déclin, de décrépitude. Tout ça en fait à l'image de la vie d'un arbre. Le cycle sylvicole que nous pratiquons en forêt, donc pour produire du bois, tronque de 2/3 ce cycle sylvigénétique. Du coup, les phases de vieux bois, en fait, les phases de vieillissement, les phases de sénescence, et les phases de déclin avec du bois mort, nous ne les avons pas, enfin en tous les cas pas beaucoup. Et donc, or, en fait, beaucoup d'espèces sont liées à ces milieux-là, enfin à ces vieux bois. Et donc, du coup, l'idée, c'est de compenser l'absence de ces vieux bois par des îlots de vieux bois, des îlots soit de vieillissement, où on va prolonger la vie des arbres, soit des îlots de sénescence. Ce sont des mini-réserves biologiques. On n'y fera plus rien, donc pas de récolte, pas de récolte de bois, et donc la dynamique naturelle s'exercera complètement. Et puis, lorsqu'on passe en martelage, on réserve des arbres qui seraient tout à fait commercialisables, mais qui présentent des cavités, donc qui ont une haute valeur biologique. On les laisse dans nos peuplements de manière à abriter des cortèges de faune spécifique. Le deuxième principe, c'est bien évidemment de connaître la... Alban, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc deuxième grand principe, c'est pour protéger, il faut connaître. À l'ONF, on a mis en place en 2004 6 réseaux naturalistes, le réseau mammifères, le réseau herpétofaune, habitat-flore, avifaune, mycologie, il m'en manque un, mais Alban va nous les afficher. Voilà, habitat-flore, entomologie. Donc en fait, ce sont des collègues qui ont un autre métier aussi à l'ONF, mais qui ont cette spécificité-là, qui sont très très pointus en matière d'inventaire naturaliste, et qui, donc ça mobilise à peu près 6000 jours par an, et qui donc réalisent des inventaires, soit dans les réserves biologiques ou bien dans les autres espaces gérés par l'ONF. Ces collègues établissent aussi des partenariats très intéressants avec les sociétés savantes, avec aussi les associations, et échangent des données, et contribuent à la découverte de nouvelles espèces. On peut citer par exemple le réseau entomologie qui, en 2019, a découvert 2 espèces nouvelles pour la science et 9 espèces nouvelles pour la France. Nos collègues mycologues ont découvert en 2020 une espèce en Guyane. Donc, ils contribuent à améliorer les connaissances dans les aires protégées. Et puis, point fondamental, c'est qu'ils formulent des recommandations aux gestionnaires, à nos collègues qui sont techniciens forestiers sur le terrain, à nos collègues qui réalisent les plans de gestion des aménagements. Donc, des recommandations pour les plans de gestion, justement, et pour la mise en œuvre d'actions concrètes dans la gestion courante. On peut passer, voilà. Troisième point intéressant, essentiel, c'est de prendre en compte la biodiversité dans le document de gestion, dans le document d'aménagement, qui est un document de planification de la gestion forestière établi pour une période de 20 ans. Donc c'est vraiment très important. Donc il y a toute une phase d'analyse, et les enjeux biodiversité sont pris en compte, et le plan de gestion planifie des actions, des actions, et donne des orientations au regard de la prise en compte de l'enjeu biodiversité. Donc là, juste pour illustrer, on voit une réserve biologique intégrale en vert, la mise en place d'îlots de vieux bois, avec en vert clair les îlots de vieillissement, en vert un peu plus foncé des îlots de sénescence dans lesquels on ne va pas du tout agir, la mise en place d'îlots d'avenir. Et puis voilà, l'aménagement à l'échelle de la parcelle indique des orientations en matière de choix d'essence et en matière de mode de sylviculture. Et puis la petite bulle là illustre les arbres que l'on conserve pour la biodiversité lors des opérations de martelage qui sont à haute valeur biologique, puisque présentent des fissures, des cavités, etc. Et donc, découle de ces plans de gestion sur le terrain une forêt mosaïque. Alors, la forêt mosaïque, c'est un concept nouveau que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'adaptation au changement climatique,
C'est nouveau, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on pratiquait jusqu'à présent, mais avec un renforcement de différents faciès favorables à la biodiversité et favorables à la résilience des forêts dans le cadre du changement climatique. Donc cette illustration montre une juxtaposition de futaies régulières en vert, de futaies irrégulières en bleu, de zones de vieux bois que sont les îlots de vieillissement et les îlots de sénescence. On a aussi illustré des zones ouvertes humides en bleu. Et puis, on a fait figurer les îlots d'avenir avec un îlot qui contient une nouvelle essence exotique et puis un autre type d'îlot qui, lui, soit présente une espèce connue en France, mais du sud, que l'on a installée au nord, soit une origine en fait plus méridionale d'une essence qu'on avait déjà sur place. Et je terminerai en illustrant concrètement comment nous agissons dans la gestion courante en déclinaison de tous ces cadrages et en déclinaison de toutes les orientations mentionnées dans le plan de gestion. Donc par quelques exemples, donc c'est la conservation d'arbres morts ou sénescents, donc j'en ai déjà largement parlé lors des opérations de martelage. Donc là on voit le collègue qui réserve un arbre intéressant pour la biodiversité. On fait aussi très très attention aux périodes de coupe et de travaux, qu'elles soient adaptées aux espèces remarquables menacées que l'on peut avoir dans nos forêts. Donc là, je reboucle avec les cahiers nationaux de prescription dont je vous parlais au début, et donc qui s'appliquent à tous les intervenants. Et j'illustre cette préconisation en matière de période de coupe des travaux par ce sonneur à ventre jaune, là, donc, qui est un amphibien qui se reproduit dans les ornières ou dans les mares. Et donc, du coup, quand on a ce sonneur présent en forêt, on met une prescription sous la fiche de chantier destinée à l'entreprise qui fait l'exploitation des coupes et qui fait aussi les remises en état, en mettant espèce remarquable, ne pas intervenir pendant la période du 1er avril au 30 août. On peut avoir aussi du grand tétras dans certaines de nos forêts. C'est un oiseau en fait qui niche au sol, qui est très sensible aux périodes, qui est très sensible aux dérangements. Et donc, lors de nos fiches chantier pour nos intervenants, on indique espèce remarquable grand tétras ne peut intervenir entre le 15 décembre et le 30 juin. Nous faisons aussi attention aux nids, donc surtout pour les rapaces nicheurs qui nichent dans les grands arbres, donc avec la délimitation d'un périmètre de tranquillité autour des nids, dans lequel aucun engin d'exploitation ne pourra intervenir. Alban, je veux bien que tu... Voilà. C'est aussi des prescriptions en matière de protection des mares et de précaution lors du franchissement des cours d'eau. Donc là, illustrer un franchissement des cours d'eau. Donc la règle, c'est de ne pas franchir les cours d'eau, mais quand c'est vraiment pas possible, d'abord c'est déclaration à la DDT et ensuite c'est la mise en place soit de kits de franchissement en plastique, on va dire, soit mieux là des grumes qui fait que le porteur ne circule pas dans le lit du cours d'eau. Nous mettons aussi des prescriptions en matière de protection des sols et notamment la mise en place sur le terrain, dans les parcelles, avant toute exploitation, de cloisonnement d'exploitation sur lequel doivent impérativement circuler les porteurs ou les débardeurs. Et puis par ailleurs, nous interrompons tout chantier d'exploitation dès que les ornières mesurent plus de 20 cm de profondeur. Les sols, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les sols, c'est d'abord, ils abritent une biodiversité spécifique. Par ailleurs, c'est le capital de la forêt, donc nous devons être très vigilants. L'ONF a mis en place en 2019 une politique zéro phyto, c'est-à-dire que nous n'utilisons aucun produit phytopharmaceutique en gestion forestière, hormis les produits de biocontrôle, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est un exemple aussi d'action en faveur de la biodiversité et plus largement de la préservation de la santé humaine.
Et puis dernier point, voilà, c'est des actions en faveur de l'équilibre forêt-gibier. La photo que j'ai mise là est à mon sens très parlante. Donc on voit une clôture avec à gauche une diversité végétale très importante et en revanche à droite, rien du tout et on est dans un massif avec une population très, très importante d'ongulés, de cervidés qui explique cela. Et donc, au quotidien, on agit avec nos partenaires chasseurs dans le cadre de contrats sylvo-cynégétiques pour rétablir, restaurer cet équilibre qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est source, en cas de déséquilibre, d'appauvrissement de la diversité forestière. Voilà, donc pour conclure, je dirais que la biodiversité forestière augmente la capacité des forêts à être adaptées au changement climatique et fait que les forêts peuvent jouer l'ensemble de leur rôle qu'on leur a conféré, donc que j'ai présenté en introduction. Merci. Merci beaucoup, Régine, pour cet exposé, ce brillant exposé. Il y a beaucoup de questions, donc je propose à Jean-Marie de poser les questions. Alors, il y a pas mal de questions, en effet. Vous nous avez parlé les uns et les autres de l'intérêt des forêts et de la biodiversité par rapport au changement climatique. Ça, donc, j'ai un peu éliminé les questions s'y référant. Des questions... une première question qui n'a pas été abordée du tout, enfin, le sujet n'a pas été abordé. Qu'en est-il des pluies acides? Quelqu'un pour répondre? Les pluies acides, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je peux tenter une réponse si tu veux, Régine. Volontiers, je te laisse. Les pluies acides sont apparues à l'époque où j'étais à l'école forestière et effectivement j'avais été très marquée. Il avait été publié une revue et le titre c'était La mort lente des forêts et c'était une couverture en noir et blanc. Donc c'était effectivement extrêmement stressant et on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Je crois que de mémoire, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste du sujet, mais il y avait un très fort phénomène de pollution importante au niveau de certains bassins industriels. Et cette pollution, elle a diminué dans le temps parce que les entreprises ont mis en place un certain nombre de dispositifs permettant de la réduire. Mais il y a aussi des phénomènes plus naturels qui par finalement l'adaptation et la résilience des écosystèmes ont permis de sortir de cette phase de crise exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a eu tout un suivi très, très important au niveau européen, hein, avec le suivi René Coffort, où on a pris des données et fait des prélèvements dans très nombreuses sites en France. Et c'est un suivi qui a duré sur plusieurs années, qui a été un petit peu ralenti ensuite et je crois qu'il a été réactivé pour certains sites. Voilà, bon, Régine, je ne sais pas si tu veux apporter un complément par rapport à ça. Non, j'aurais pas plus de compléments que toi à donner. Non. Ouais. En tout cas, c'est toujours suivi, hein. C'est toujours suivi ces questions-là, bien sûr. Oui. Mais effectivement, je confirme que le René Coffort a joué un rôle très important dans le suivi de ce phénomène. Et donc René Coffort, c'est un réseau de suivi européen des écosystèmes forestiers qui a été mis en place en 92 pour 30 ans, donc qui arrive là à échéance, mais qui sera renouvelé. Les ministères de l'écologie et de l'agriculture trouvent un intérêt très très important à ce réseau et donc poursuivent les aides en fait au renouvellement et au développement de ce réseau. Merci. Une question qui avait été posée avant la conférence. Je ne connais pas la signification des termes employés. Peut-on parler des ORE, obligations réelles environnementales, sans limite dans le temps?
Je ne pourrais pas en dire beaucoup. Je sais que ce sont des privés en fait qui Oui. s'engagent en fait à mettre en œuvre des actions pour protéger des espèces qu'ils ont dans leur maison, par exemple. Mais je n'ai pas plus d'éléments en fait de réponse. Je ne sais pas si Frédéric, tu… Non, bah, en fait, effectivement, c'est des démarches volontaires Voilà. pour des propriétaires privés. Donc, ça sort un petit peu de la politique forestière publique ou de la politique de protection publique. Mais ça fait partie, c'est un outil, effectivement, de protection de la biodiversité qui est accessible à tout le monde. Donc, c'est intéressant. Merci. Béatrice nous pose une question. Elle a lu dans plusieurs revues que 37% des espèces d'arbres en Europe sont menacées d'extinction, notamment par l'extension des espèces invasives et le développement urbain. Que fait-on pour y remédier? Les espèces invasives. J'ai abordé un peu le… Oui. Oui, enfin des espèces d'arbres, c'est ça, oui. Oui. Des espèces invasives, oui, c'est ça. Oui. Alors, les espèces invasives, j'ai abordé un peu le sujet. C'est vrai que nous, dans nos forêts, on est confrontés. J'ai en tête le cas de Compiègne avec du cerisier tardif, le Prunus serotina, qui est vraiment très envahissant et qui empêche un renouvellement de la forêt. Y a pas grand… Là, pour le Prunus serotina, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on fait avec pendant 20, 30, 40 ans. On verra bien ce que ça donne. On se dit qu'on pourra peut-être dans les trouées introduire une autre essence et repartir sur une autre essence. Mais voilà, face au Prunus serotina à Compiègne, on est un peu démunis. Dans d'autres cas, comme je citais le laurier du Caucase là dans l'ouest parisien, là c'est de l'arrachage pour maintenir nos espèces qui sont à renouveler. Voilà ce que je pourrais dire sur les espèces envahissantes. On peut peut-être ajouter aussi, c'est que dans les menaces finalement qui pèsent sur les essences, il y a aussi le fait que par certaines importations, on importe aussi des ravageurs ou des insectes ou des maladies ça a été le cas de la vigne à une époque avec le phylloxéra, mais ça existe aussi sur les essences forestières. Et ça, c'est un risque majeur. Et tous ces phénomènes, ils sont accélérés par le changement climatique. Donc, tout ce qui est attaques sanitaires, maladies, insectes, sont accélérés par le changement climatique puisque nos peuplements sont moins résistants. Ils ont moins de capacité à se protéger contre ces phénomènes. On a l'exemple en effet de la calarose du frêne, qui est un champignon d'origine asiatique qui nous décime beaucoup de frênes en France, notamment dans le nord de la France. Par rapport à ce phénomène, est-ce qu'on peut envisager de faire appel à la génétique pour créer des espèces plus résistantes au changement climatique? Je ne crois pas que les OGM soient quelque chose qu'on envisage de pratiquer en forêt. Par contre, le brassage génétique, le brassage génétique, les hybridations reproduisent en fait quelque chose de naturel. Ça oui. Mais par exemple, un élément de réponse peut-être complémentaire à ce que dit Régine dans le cas de la calarose dont elle parlait, qui touche le frêne. On a constaté qu'il y avait 10% des frênes qui résistaient dans un peuplement. Et il y a des programmes de recherche aujourd'hui avec l'INRA notamment qui essayent d'identifier pourquoi, sur le plan génétique, ces arbres résistent. Et donc, dans l'idée, ensuite, de favoriser, de comprendre et de favoriser ces variations génétiques en quelque sorte. Est-ce que quand vous faites du débardage, vous utilisez des moyens doux comme le cheval?
Dans certains milieux, oui, Oui. bien sûr. C'est pas systématique parce que ça va quand même moins vite, bien sûr, que des moyens mécaniques. Mais récemment, j'ai vu l'exploitation à Verdun, sur un ancien site de guerre, un champ de bataille, l'utilisation justement du cheval pour un débardage doux qui permet à la fois de respecter de ne pas endommager les vestiges qui s'y trouvent, mais aussi de respecter la biodiversité. Donc, dans certains milieux protégés ou dans des cas comme ça de présence de vestiges, on peut utiliser le débardage à cheval, c'est même conseillé. Autre question, est-ce que les propriétaires privés sont soumis à des obligations telles que les vôtres? Alors qu'ils représentent une grande partie de la forêt française. En fait, ils sont soumis à l'ensemble des réglementations européennes ou nationales concernant la protection des espèces ou la préservation des milieux. Mais il faut savoir qu'il y a 3,5 millions de propriétaires forestiers et 90% d'entre eux ne gèrent que 25% de la surface, c'est-à-dire que 90% de ces propriétaires gèrent des surfaces qui font moins de 4 hectares, donc c'est très compliqué. Quelquefois, ils ne savent même pas où se trouvent les parcelles qui sont toutes petites, donc c'est très compliqué d'avoir une vraie politique de conservation. Et puis, souvent, les propriétaires privés sont plus, ont des impératifs économiques plus importants ou des contraintes économiques plus importantes que celles de la forêt gérée dans l'intérêt public et dans l'intérêt général. Mais ils ont des préoccupations similaires et ils ont des obligations similaires. Ils sont soumis à l'élaboration de plans de gestion Oui. qui sont l'équivalent de nos aménagements forestiers, donc nos documents de planification de la gestion. Donc, un exemple en fait de points communs entre forêt privée et forêt publique. Est-ce que l'on peut quantifier la quantité de CO2 absorbée par un arbre? La réponse est Oui, on peut tout à fait, avec le volume, la densité, etc. On peut quantifier la quantité de carbone en fait stocké dans un arbre. On sait qu'un mètre cube de bois égale 1 tonne de CO2. C'est un chiffre qui est couramment donné. Je crois que ça correspond à 30 kg de CO2 par an pour un arbre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'un hectare de forêt, ce qui correspond un peu plus au standard qu'on considère en forêt, parce qu'un arbre tout seul, ça ne représente pas beaucoup de volume. Un hectare de forêt, c'est 150 tonnes de CO2 en 30 ans. Voilà, mais bon, tout dépend après des références, dans quel cadre de référence on se place. C'est un ordre de grandeur. Merci. Que pensez-vous de la méthode Miyawaki, qui est très à la mode, on en parle tous les jours? Oui. C'est une méthode qui répond à des besoins et qui s'adapte, qui est très bien dans des contextes particuliers. Après, je crois que c'est de mémoire 3 arbres plantés au mètre carré, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui fait une densité à l'hectare de 30 000 arbres à l'hectare, ce qui est énorme. Et voilà, dans les forêts gérées, multifonctionnelles, qui visent à, comme je le disais dans mon propos, à répondre à un ensemble de besoins, c'est pas forcément la solution. En plus, du coup, c'est très très onéreux. Nous, quand on plante à 1600 du chêne à 1600 plants à l'hectare. Donc planter à 30 000 arbres à l'hectare, c'est pas forcément envisageable. En revanche,
dans des contextes urbains pour répondre à des besoins spécifiques, tout à fait, quoi. Oui, merci. Alors, une question assez longue. La forêt étant un lieu symbiotique, harmonisant valorisation des ressources et services rendus en biocontrôle et pollinisation divers, par le biais de l'apiculture entre autres, la fragilisation de la répartition forestière du fait de maladies commence à impacter la fréquentation apico-pastorale de certains massifs, privant de pollinisation de grands territoires et par voie de conséquence de nourriture la faune indigène, rompant de fait des cercles vertueux anciens de plusieurs siècles, ce qui est très néfaste pour les forêts. Pour que la forêt préserve l'humanité, ne faudrait-il pas aider la forêt à préserver ses écosystèmes par des dynamiques apicoles de forme régalienne? Il y avait beaucoup de choses dans la question. Oui, beaucoup, oui. Je vais pas enfin c'était quoi là, la régalienne là, vous pouvez s'il vous plaît reformuler la dernière partie de la. Aider la forêt à préserver Oui. ses écosystèmes par des dynamiques apicoles de forme régalienne. Je sais pas, Ce qu'on peut peut-être répondre Ouais. d'une manière générale, parce que là, ça dépasse la question. C'est un exposé, là. On est entre le plaidoyer et l'exposé. Non, ce qui est certain, c'est que par rapport ce qui est important, bien sûr, pour l'apiculture, c'est toute la diversité des essences qu'on peut avoir, à la fois des essences d'arbres, des essences de fleurs, enfin de tous les étages de la végétation forestière et des milieux qui sont associés, les prairies, etc. Tous ces milieux-là, bien sûr, sont importants pour l'apiculture et tout ce qu'on peut faire pour améliorer la diversité biologique des forêts sera favorable aux besoins de l'apiculture. Voilà. Ouais. Peut-être pour compléter sur le sujet apiculture, l'enjeu actuel par rapport à l'apiculture, c'est en fait le risque de compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on est en train de travailler parce que les scientifiques nous disent que des ruchers importants dans nos forêts, dans des contextes où la ressource alimentaire, la ressource florale n'est peut-être pas suffisante, peut mettre en péril en fait les abeilles sauvages. Alors, il y a peut-être pas moins de soucis quand on est dans des châtaigneraies, enfin des milieux, des peuplements comme ça qui fleurissent. En revanche, quand on est dans de la hêtraie, par exemple, le potentiel alimentaire, floral est moindre, et donc on peut se retrouver à trop d'abeilles domestiques et trop d'abeilles, on va dire, sauvages, qui se concurrencent vis-à-vis de la ressource alimentaire. Donc là, on va mettre en place une politique visant parce qu'en fait, on autorise partout en France, on fait des conventions d'occupation temporaire pour l'installation de ruchers, qu'il s'agisse d'apiculteurs professionnels ou bien d'apiculteurs amateurs. Mais là, les scientifiques nous font quelques préconisations sur la densité des ruchers, sur la distance entre deux ruchers, enfin, etc., de manière à ne pas mettre en péril l'équilibre entre abeilles domestiques et abeilles sauvages et autres mêmes espèces qui sont aussi consommateurs de ressources florales. Je vois des déchets sur l'écran. Une question qui a trait à ces déchets. Quelle est l'influence des déchets sur la forêt? Oui, Jean-Marie, je pense qu'on va laisser la parole à Jean parce qu'il a une petite présentation complémentaire à faire. Ce sujet va être abordé. OK. Et puis on terminera sur la question. On prendra d'autres questions après. Merci Jean-Marie. À toi, Alban. Merci. Effectivement, je vais aborder la thématique déchets et biodiversité en forêt publique française. Essayer de montrer un peu l'impact que ces déchets ont sur nos forêts. On t'entend pas bien. Et puis comment peut-être les limiter.
faut savoir que la photo qui a été prise là, T'entends pas bien. très bien ce qu'on peut, qui illustre très bien ce qu'on peut trouver en public. C'est une photo qui a été prise de Fontainebleau. Non, ça ne marche pas. Je m'entendais pas. Alors Pas attendez. bien. Oui, malheureusement, je peux rien faire. Oui. Non, tout est bon, normalement. Non, ça vient de... Ça va être votre liaison, Alban. Mais... Oui, pourtant, Alban est au bureau, donc c'est un peu étonnant. Vous m'entendez? Oui, je pense que ça va mieux comme ça. Bon, je vais mettre mon micro. Donc, je disais que la photo que vous avez devant vous, c'est une photo qui a été prise en forêt de Fontainebleau, dans le secteur des Trois Pignons, pour ceux qui connaissent. C'est une photo qui a été prise après une journée de ramassage, une journée forêt propre, et après, en fait, une demi-journée même forêt propre. Ça illustre assez bien ce qu'on peut trouver en forêt, notamment en Ile-de-France. Les forêts d'Île-de-France sont des forêts qui sont particulièrement touchées par la thématique des déchets, mais au sens large, l'ONF ramasse plusieurs tonnes de déchets de polluants chaque année. L'Île-de-France, ces dernières années, la hausse des dépenses des propriétés a été de 20%, qui sont portés par l'ONF et par nos partenaires, les collectivités, les départements, régions. C'est lié à traitement et au ramassage de ces déchets. Ça représente à peu près 900 000 € dépensés chaque année pour un volume qui avoisine les 1600 tonnes de déchets. Alors, une fois abandonnés, ces déchets en forêt, ils ont un niveau de décomposition qui est différent. Par exemple, un magazine, on va être sur une décomposition qui est à peu près de 2 à 6 mois. Et après, on va en grandissant. Donc, un mégot de cigarette, par exemple, au-delà du fait que c'est extrêmement nocif, hein, les animaux peuvent les ingérer, s'étouffer avec, et puis même avoir un sentiment pas. Avoir l'impression de le manger, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Et ces mégots de cigarettes restent 2-3 ans en forêt. Pour ce qui est des sacs plastiques, on est sur 450 années. Et là aussi, c'est un déchet qui est extrêmement nocif par sa décomposition pour l'environnement. Ensuite, tout ce qui est canettes en aluminium, c'est entre 100 et 500 années pour la décomposition complète. Et là aussi, on va avoir des métaux lourds qui vont aller dans le sol, qui vont polluer le sol. Et on va avoir ce sont des pièges à insectes. 500 ans, anciennement, ces canettes vont piéger des animaux et entraîner bien souvent leur... Et puis enfin, on a les fameuses bouteilles qui, qu'elles soient en verre ou en plastique, restent très très longtemps. Donc, il y a 1000 ans pour une bouteille plastique et puis 4000 ans pour une bouteille en verre. Alors, un autre exemple, on ne va parler que de l'Île-de-France. L'île de la Réunion, il faut savoir que l'île de la Réunion, c'est une île qui accueille 1 million de randonneurs chaque année et plus de 4 millions de visiteurs d'accueil de l'île. Et chaque année, on y ramasse 400 tonnes de déchets sur 350 sites, ce qui équivaut à 500 000 € de dépenses pour 14 000 heures de travail. Et donc, que ce soit en Île-de-France ou à La Réunion, c'est du temps et de l'argent qui ne passe pas pour la protection de la biodiversité, protection de nos forêts, et puis pour l'accueil du public. Et donc, ces dernières années, l'ONF a choisi de complètement changer sa politique en déséquipant les forêts
en supprimant les poubelles et en axant son action plutôt autour de la sensibilisation du grand public. Alors, il y a des systèmes de panneaux, comme on peut voir devant vous. Mais Pardon, aussi, pardon, Alban, est-ce que tu peux parler toujours face à l'écran parce qu'on t'entend vraiment de manière très saccadée, quoi. Merci, comme ça, voilà. D'accord. On essaye. Très bien. Et donc oui, des opérations de sensibilisation, alors soit via de l'accueil de scolaires, soit via des panneaux qui sont installés en forêt. Et nous avons aussi mis en place une charte, la charte du promeneur. Alors, c'est une charte qui comprend 32 pages, qui s'articule autour de 14 thématiques. Et ces 14 thématiques, je vous en ai sélectionné quelques-unes autour de cette thématique déchets et biodiversité. Donc, notamment, le fait de rapporter les déchets, de rapporter nos déchets pour préserver la beauté des sites et des forêts publiques. Le bannissement des dépôts sauvages, parce qu'il faut savoir que ces dépôts sauvages, notamment les dépôts de déchets verts, par exemple, sont aussi la cause de l'arrivée et de l'implantation d'espèces invasives. L'autre donnée de la charte que j'ai ressortie, c'est donc l'arrêt, c'est d'arrêter de jeter nos mégots de cigarettes, les mégots de cigarettes. Au-delà du fait qu'ils sont, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, très mauvais pour la biodiversité, elles représentent aussi un risque pour tout ce qui est incendie. Savoir que l'activité humaine est la principale cause en fait d'incendie en forêt française. Elle représente 90% des départs de feu. Alors, soit c'est à cause d'activités économiques, ça va être par exemple de chantiers, d'activités agricoles, ou bien de nos activités du quotidien, barbecue, feu de forêt, et puis le mégot jeté en forêt. Autre aspect important, c'est le fait qu'il ne faut pas arracher tout ce qui est fleurs, et puis éviter de piétiner les champignons. Il vaut mieux apprendre à reconnaître ces espèces et les respecter pour mieux les protéger. Et puis enfin, réduisons et trions nos déchets pour nous-mêmes, pour favoriser leur recyclage. Alors, il faut savoir que donc, parallèlement à ces actions de communication, on a aussi forcément une action de répression. Et si les déchets, si un déchet est laissé en forêt et que les personnes sont prises sur le fait, c'est donc 450 € d'amende pour une personne. Si c'est un dépôt qui est réalisé à partir d'un véhicule, là, la note est plus salée, on est à 1 500 € plus des peines complémentaires qui vont de la suppression du permis et l'immobilisation du véhicule. Puis enfin, si c'est un dépôt d'une entreprise, là, c'est parce qu'elles ont une obligation légale de retirer ces déchets, de les amener en déchetterie ou de les faire retirer par un tiers. Et là, l'entrepreneur encourt à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Tout ça pour la forêt française. Et donc, je voulais aborder après l'impact des déchets sur la faune, et notamment la faune mondiale. Alors, il faut savoir que les déchets peuvent causer plusieurs problèmes, notamment des blessures et des mutilations assez importantes qui vont entraîner des infections ou des difficultés à se déplacer ou à se nourrir pour les animaux. Elles vont aussi avoir des répercussions parce qu'elles vont piéger ces animaux. On pense bien souvent aux déchets plastiques qui gênent par exemple les tortues, etc. Mais on peut aussi retrouver dans cette logique de piège et d'entrave des déchets qui vont être bruyants et qui vont empêcher, par exemple, un prédateur de
pouvoir chasser correctement. Et puis la flore n'est pas en reste, puisque elle aussi, elle peut se retrouver prise au piège dans du plastique, qui va entraîner des problèmes pour son développement. Et puis, autre impact, c'est la malnutrition et l'empoisonnement que cela peut générer. Notamment, le gros problème que cela peut avoir, c'est que ça peut entraîner des étouffements ou donner un sentiment à certains animaux de cécité, alors qu'en vrai, ils ne sont pas nourris. Et enfin, pour finir, ça peut entraîner la destruction de l'habitat. Tout déchet en se décomposant va entraîner la destruction des habitats. Il faut savoir qu'en moyenne, un Français lambda génère à peu près 390 kg de déchets par an. 390 kg de déchets, pour un Français, en termes de matières premières, c'est 4,8 hectares que nous consommons en fait au quotidien. 4,8 hectares, pour vous donner des ordres de grandeur, on aime souvent se comparer avec les États-Unis. Un Américain, lui, va être autour de 7 hectares, quand un Africain, lui, va être plus autour de 1,1 hectare. 1,1 hectare, c'est à peu près ce qu'il faudrait, la population mondiale, c'est à peu près ce qu'il faudrait pour chaque habitant pour qu'on ne vive pas au-dessus des ressources que peut nous offrir la planète chaque année. Et en fait, ça c'est censé être possible parce qu'il y a de nombreuses études, notamment de l'ADEME, qui démontrent que nous pourrions réduire nos déchets de près de 95%. Faut savoir que les déchets fonctionnent de la façon suivante. Donc, 390 kilos, ça c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va dire, c'est ce que vous, moi, nous mettons au quotidien dans la poubelle ou dans la poubelle de tri. Puis ensuite, il y a tous les déchets qui sont induits par en fait la production, la consommation. Donc ça fonctionne comme un iceberg. La face immergée représente 13,8 tonnes de déchets de façon annuelle par habitant. Et enfin, cette donnée assez marquante, enfin moi qui m'a un peu choqué quand je l'ai découverte, 99% des ressources que l'on prélève à la nature deviennent finalement des déchets en moins de 45 jours. Et donc, ça nous amène à peut-être réfléchir sur nos modes d'utilisation de ces déchets, cette approche qu'on peut avoir. Alors, une démarche zéro déchet, c'est un peu galvaudé, c'est pas forcément le zéro est difficile à atteindre, mais c'est quelque chose sur lequel on peut tendre, et notamment, on avait parlé pour le carbone de la démarche ERC, donc évaluer, réduire, compenser. Pour le déchet, on va être sur une démarche on va résumer en 4 RC. Donc les 4 R, c'est refuser. Donc refuser tout ce qui est emballage que nous propose finalement notre société. Réfléchir avant tout achat. Et savoir dire non à certains produits du quotidien. Par exemple, arrêter la fameuse pomme bio suremballée en Pologne. Ensuite, il y a le réduire sa consommation quotidienne et donc le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire. Et se réduire, c'est aussi réduire les distances qu'on peut avoir lors d'un achat entre l'endroit où on achète et l'endroit où il a été produit. Le troisième R, donc c'est réutiliser. Réutiliser, j'essaie de passer, je crois que ça passe plus. Réutiliser. Donc réutiliser, c'est en fait ce qu'on peut faire quand on achète sur le Bon Coin, quand on achète dans un vide-grenier. Et finalement, on peut rendre contemporain un vieux meuble et lui donner une seconde vie. Ça, c'est très, très important.
Et puis, les deux dernières étapes, donc le dernier R et puis le dernier C, c'est recycler et composer ensemble, puisque finalement, ce sont des moyens qui sont un peu en bout de chaîne, c'est la dernière porte de sortie, qu'on ne peut plus éliminer. Et il y a forcément des choses qu'on ne pourra pas éliminer, mais c'est pour dire que finalement, le recyclage doit être le dernier recours et pas forcément un business en soi. Alors, ça, c'est dans nos quotidiens, comment agir dans notre quotidien. L'autre façon d'agir, c'est agir pour préserver la biodiversité en participant à des actions ou en soutenant des actions. Alors, pourquoi? Parce que la forêt, c'est notre bien commun, elle est essentielle à l'homme, comme l'ont dit mes collègues précédemment, elles sont essentielles aussi à la planète, et puis elles sont essentielles pour les générations futures. Donc, du fait qu'aujourd'hui, elles sont menacées, il nous appartient aussi de garantir leur vitalité, leur pérennité, et d'agir concrètement. Alors, pour ça, on agit déjà avec des entreprises. Donc, on a parlé précédemment des espèces envahissantes. On agit énormément avec des entreprises autour de chantiers nature, au cours desquels on va aller arracher donc, ces espèces envahissantes. Par exemple, là, je sais que le 29 mai, le WWF va faire une opération en forêt de fausse repose autour de la renouée du Japon, et on va arracher une grande quantité de renouée du Japon dans cette forêt-là. Autre action de chantier nature qui peuvent être réalisées, c'est la restauration de pelouses sèches. La forêt, c'est une succession de milieux ouverts et fermés, et donc ces milieux ouverts qui accueillent, par exemple, en forêt de Fontainebleau, ça va être l'alouette et la fauvette, elles ont besoin qu'on maintienne leur milieu et leur habitat. Et donc, on va aller avec des entreprises maintenir ces milieux ouverts en coupant des arbres pionniers comme le bouleau ou le pin. Et puis ensuite, on a des entreprises qui vont soutenir des programmes. Alors, par exemple, HSBC, depuis 2011, soutient la préservation des zones humides dans les forêts de Compiègne, l'Aigle et d'Ermenonville. Ou alors, depuis là, cette année, une opération qui est lancée avec Goodman, qui vise à soutenir en fait la photographie par drone des zones humides en forêt rouennaise. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est d'identifier les espèces qui sont à protéger en fonction des couleurs qui ressortiront au moment de la photographie, et ensuite d'adapter la gestion de l'ONF pour protéger ces milieux-là. Et puis, en tant que particulier, il y a plusieurs façons d'agir. Alors, soit vous pouvez agir auprès du fonds ONF Agir pour la forêt, qui a été fondé en 2019, et qui a vocation à aider à permettre à chacun d'agir autour de 6 domaines d'action. Donc, planter pour demain, agir pour la biodiversité, agir pour prévenir et gérer les risques naturels, accueillir tous les publics, même publics handicapés, en forêt, et agir pour le patrimoine historique et culturel. Et puis le dernier, innover, qui est finalement très souvent assez transversal à ces 5 autres thématiques. Autres actions qui peuvent être menées, c'est ces opérations forêt propre, comme celle qui va être menée par le Lions Club les 19, 20 et 21 mars à l'occasion de la Journée internationale des forêts, la Semaine internationale des forêts. Et donc, c'est le défi pour l'environnement, pour lequel l'ONF est heureuse et ravie de pouvoir participer et être partenaire, parce que, comme vous l'avez vu précédemment, le déchet en forêt est un enjeu clé, un enjeu majeur pour aussi préserver la biodiversité. Voilà, j'essaie d'être assez rapide au temps qui restait. J'espère que
que ça vous a plu. Et puis on est à votre disposition pour des questions. Ben, merci beaucoup, Alban. Bon, ça n'a pas été facile parce qu'une fois que la vidéo a été coupée, effectivement, on t'entendait mieux. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de questions. Jean-Marie? Jean-Marie, il y a des questions peut-être? Jean-Marie, ton micro est coupé. Oui. Oui, je disais que non, il ne reste pas tellement de questions. Il y en avait une que j'avais gardée pour la fin, mais Alban y a répondu. Comment pourrais-je aider pour planter des arbres? Eh bien, on a eu la réponse. Sinon, Brigitte nous signale qu'elle a déjà participé avec son entreprise et que le succès augmente d'année en année. C'est très enrichissant pour tous. Découverte de notre belle nature et travail d'équipe de cohésion. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, moi, j'en ai une, puisque on m'en a posé une. Et là, dans la presse actuellement, hein, ça c'est pour l'équipe ONF, pour tous les trois, on voit en fait quelques attaques, entre guillemets, pas très agréables donc, envers l'ONF par rapport à la gestion des forêts. Voilà, on coupe les arbres, il y a trop d'arbres de couper, ils restent trop longtemps sur place. Que pouvez-vous répondre à cela? Alors, je sais pas, je peux y répondre, en partie, mes collègues compléteront. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les forêts françaises, effectivement, il me semblait, Thérèse, tu m'avais dit que c'était les forêts notamment de l'Ouest parisien qui étaient en question. Ouais. Ces forêts-là, ce sont des forêts qui sont extrêmement malades. Ce sont des forêts alors qu'on a hérité il n'y a pas si longtemps à l'échelle de la forêt, puisque c'est il y a à peu près 40-50 ans. Et donc, c'est des forêts qui étaient principalement plus de 80% composées de châtaigniers. Et on sait sur ces forêts qui sont finalement en déséquilibre parce qu'elles sont composées principalement d'une seule et même essence, que s'il y a un pathogène qui s'installe, le risque que ces forêts tombent malades et qu'on doive très vite les renouveler est important. Et malheureusement, ça n'a pas loupé. Hein, ces forêts-là sont touchées par la maladie de l'encre, une maladie qui aujourd'hui est directement liée au changement climatique et pour lequel on est obligé d'intervenir. Si on n'intervient pas, finalement, on va être sur un cycle très très long de renouvellement de la forêt avec des bois qui vont mourir sur pied, qui vont devenir dangereux pour les randonneurs, qui vont être dangereux pour le grand public. Et finalement, on ne maintiendra pas la ressource en bois. Et puis, là aussi, par rapport au lien qu'on peut faire avec la convention la conférence précédente, c'est que c'est du bois, donc du stock de carbone, qui ne sera pas utilisé dans des produits bois. Si on ne fait rien, le carbone va être relâché. Et aujourd'hui, dans la course qu'on est en train de mener face au dérèglement climatique, c'est absolument pas souhaitable de ne pas intervenir. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Effectivement, je pense que tu as bien probablement contextualisé la remarque en fait. C'est clair qu'en forêt domaniale de Montmorency, où tous les châtaigniers crèvent à cause de l'encre, là on n'a pas d'autre choix que de faire des coupes rases, parce que de toute façon le peuplement ne va pas se renouveler, etc. Il faut qu'on remette derrière d'autres essences pour assurer le renouvellement de la forêt. Donc forcément, il y a des volumes qui sortent, il y a un peu de bois en bordure de route. Et puis il y a du danger pour le public. Donc voilà, oui. Mais en fait, bon, on le sait, le public le sait. Pourquoi en fait ces attaques maintenant en fait? Parce que vous avez déjà expliqué cela en fait. Et pourquoi est-ce que dans la presse on le voit aujourd'hui alors qu'on le sait qu'il faut couper les arbres, qu'il y a des maladies, etc. Donc
Alors, si je voulais être un peu taquin, je dirais que c'est peut-être parce que nous sommes en période électorale, mais ce n'est qu'une supposition de ma part. D'accord, d'accord. Très bien. Mais l'autre raison qu'on peut imaginer, c'est que finalement, on se rend compte, le grand public se rend compte que ce n'est pas que la forêt à côté de chez soi, c'est finalement toutes les forêts de France qui sont touchées à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a aussi une certaine forme d'inquiétude généralisée de se dire pourquoi on en arrive là. Certainement que c'est l'incompréhension généralisée surtout de voir toutes ces forêts finalement mourir, hein, parce qu'on parle de Montmorency, mais Frédéric pourra très très bien parler de Verdun, on parlait de la Calarose et du Calara dans le nord. Toutes ces forêts-là, finalement, il faut les renouveler et ça arrive finalement tout d'un coup, tout très vite. D'accord. Et voilà. Et ça illustre bien, ouais, peut-être pour compléter, ça illustre bien le fait que l'ONF doit aussi évoluer très certainement en matière d'écoute de la société, de relation avec la société. On doit expliquer mieux encore nos choix, nos actions. On doit écouter aussi pour prendre en compte ce qu'explique la société lors de nos élaborations des plans de gestion, lors de la mise en place de notre forêt mosaïque. Donc, voilà, je pense dans les années à venir, parmi les enjeux que l'ONF, les défis que l'ONF devra relever, il y a l'adaptation au changement climatique, mais dans un cadre relationnel avec la société qui soit différent de ce qu'il a pu être jusqu'à présent. Et merci beaucoup à toute l'équipe pour toutes vos réponses, pour votre exposé très clair. Bon, on a un peu moins entendu avec un peu de difficulté Alban, hein, c'est un problème de micro certainement, hein, mais ça fait rien, on a quand même compris parce que les PowerPoint sont vraiment très bien faits. Donc merci à toute l'équipe. La prochaine conférence en fait que nous allons faire, ce sera le 12 avril et on va entamer un thème sur la pollution par les plastiques, pollution des mers et des océans notamment par les plastiques. Donc n'oubliez pas aussi que nous avons rendez-vous le 20 mars, notamment pour faire une grande action nationale de ramassage des déchets et surtout dans nos forêts. Merci à l'ONF d'avoir prêté, entre guillemets, ces forêts. Nous serons ravis de faire ces ramassages. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Merci.